l'intervention dans un instant d'un ancien diplômé de cette école, Monsieur Arthuis, président du Conseil général de la Mayenne, sénateur de la Mayenne. Mais avant son intervention, je vais d'abord demander à Franck Vidal, le directeur général d'Audencia Group, de me rejoindre. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et je fais un salut collectif cette fois-ci. Après avoir salué certains d'entre vous, je retrouverai les autres au moment du cocktail que nous annonçait Françoise Marcus. Mon rôle là est simplement de présenter notre intervenant, de présenter Jean Arthuis en quelques mots, en le remerciant d'abord, en vous remerciant, Monsieur le Ministre, d'être fidèle à cette école, puisque comme cela vient d'être dit, vous en êtes le diplômé. Vous êtes diplômé de cette école. Et c'est pour nous une satisfaction à chaque fois renouvelée lorsque vous nous faites l'honneur, l'amitié de venir nous visiter ou de témoigner devant nos diplômés, comme vous l'avez fait récemment encore en région parisienne à la rencontre de nos diplômés dirigeants. Vous êtes diplômé de cette école et vous avez, au sortir de cet établissement, après un passage par un autre établissement parisien, l'IEP Paris pour ne pas le nommer, débuté une carrière dans l'audit et le conseil fiscal auprès d'un grand cabinet international pour assez rapidement ensuite créer votre propre cabinet. Je crois que c'était en 1971 et ce cabinet portait votre nom, Jean Arthuis et Associés. C'était en 1971 et c'est cette même année que vous entrez en politique, si je puis dire, puisque c'est, je crois, en 1971 que pour la première fois vous êtes élu maire de Château-Gontier. Très vite ensuite, vous prenez d'autres responsabilités, élu conseiller général, vice-président du conseil général, et puis un premier mandat national, c'est en 1983, où vous êtes à ce moment-là élu sénateur. Très vite, des responsabilités éminentes vous sont confiées, des responsabilités gouvernementales. Elles sont nombreuses, elles sont exigeantes, ont toutes un fil rouge qui vous amène à vous préoccuper du développement économique, à vous préoccuper du travail, à vous préoccuper des entreprises, à vous préoccuper enfin des finances. Dans le détail, cela veut dire que en 86 et en 87, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. En 1987, vous êtes secrétaire d'État chargé de la consommation et de la concurrence. En 1995, vous êtes ministre du Développement économique et du Plan. En 1995 et jusqu'en 1997, vous êtes ministre de l'économie et des finances. Tout ceci sous des premiers ministres et présidents différents, mais avec, on le voit, une continuité dans la mise au service de la République des talents qui sont les vôtres et des préoccupations qui sont les vôtres. Vous êtes ensuite, de 2002 à 2011, président de la Commission des finances du Sénat, et là, vous défendez les convictions qui sont les vôtres, que je m'en voudrais de synthétiser, mais je vais malgré ce m'y risquer, afin que nos auditeurs soient encore plus au fait qu'ils ne pourraient l'être des positions qui sont les vôtres et que vous défendez. Vous défendez un système fiscal plus lisible et plus stable. Vous défendez une solidarité intergénérationnelle. Vous êtes le chantre d'un retour à un certain réalisme, qu'il soit politique ou économique. Vous êtes un pro-européen convaincu et vous prônez l'Europe fédérale, fiscalement harmonisée, qui s'harmonise aussi en matière de législation du travail. Ces convictions, vous les exprimez à différentes reprises dans votre engagement politique, bien sûr, également dans des ouvrages que vous publiez. Je citerai le dernier, publié en 2012, où vous dialoguez avec Michel Sapin sous un titre éloquent, le titre de l'ouvrage étant « La France peut s'en sortir ». Je suis encore une fois très heureux, très honoré que vous ayez accepté notre invitation. Je vous cède très volontiers ce micro sous nos applaudissements renouvelés. Merci à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de prendre la parole devant vous ce soir à l'occasion de l'inauguration du mur des donateurs. C'est aussi, vous l'imaginez, un moment d'émotion puisque, vous l'avez rappelé, j'ai été élève de l'École supérieure de commerce de Nantes avant qu'elle se mue en Audencia, institution qui ne cesse de progresser et de se hisser au meilleur niveau dans la hiérarchie des grandes écoles de management totalement ouvertes
sur le monde. Permettez-moi de vous remercier pour votre invitation à m'exprimer sur un thème que vous avez placé au cœur de votre vision stratégique et de vos recherches. Responsabilité globale et entrepreneuriat, les clés pour l'innovation. C'est peu dire qu'il y a urgence à changer de paradigme tant notre système de pensée et notre organisation sociale ont atteint leurs limites et suscitent la défiance de nos concitoyens. L'État-providence, celui qui s'est substitué au paternalisme d'antan, l'entreprise finançant le logement de ses salariés, de leurs familles, éventuellement l'école, qui s'est substitué aux œuvres de charité des congrégations religieuses. Oui, l'État-providence est aux limites de ses capacités et manifeste de nombreux signes de dysfonctionnement. Il ne fait plus illusion. Il croule sous les rigidités, les archaïsmes de la cogestion, les pesanteurs des corporatismes, les déficits, l'endettement, les contradictions et les incohérences de sa gouvernance. Avant de vous livrer quelques réflexions personnelles sur la responsabilité globale des entrepreneurs, je voudrais brièvement évoquer les conséquences de l'accélération de la globalisation et de notre aveuglement qui nous a empêchés trop longtemps de prendre la mesure des défis de la mondialisation. Et en conclusion, je prendrai le risque d'esquisser devant vous quelques-unes des clés de l'innovation et, je l'espère, de la confiance en l'avenir. La mondialisation est aussi vieille que le monde. Au fil des siècles, l'Europe a su tirer de son génie spécifique pour sortir du Moyen Âge, au moment des grandes découvertes et de ce qu'on a appelé le décloisonnement du monde, pour prendre une place prééminente parmi les civilisations de la planète. Position confortée par le siècle des Lumières, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais en dépit de ces avancées philosophiques, scientifiques, industrielles, l'Europe s'est malheureusement déchirée au XXe siècle dans l'exacerbation des nationalismes, laissant aux États-Unis le rôle de gendarme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a permis momentanément de stabiliser les équilibres entre deux conceptions de la gouvernance publique. L'écroulement du régime soviétique, la chute du mur de Berlin ont mis un terme à cette vision chimérique et le capitalisme est apparu victorieux. Le développement des moyens modernes de communication, la numérisation, ont accéléré la globalisation, facilitant aux entreprises la conquête des marchés internationaux, ouvrant la voie à des délocalisations d'activités et d'emplois pour mieux répondre à l'attente des consommateurs, toujours à la recherche de prix aussi avantageux que possible. Et c'est à ce moment-là que le lien entre l'entreprise et le territoire s'est estompé insensiblement. Dans ce contexte nouveau, la France s'est accrochée à son modèle social, dont nous voyons bien aujourd'hui qu'il n'est plus adapté aux attentes de nos concitoyens, tant le chômage de masse et les déficits chroniques suscitent l'incompréhension et la révolte. La répartition des tâches entre la sphère publique et le monde de l'entreprise doit faire l'objet d'une nouvelle définition. L'État est à la peine pour assurer, comme il a cru pouvoir le faire, l'ensemble des missions de souveraineté, de sécurité, de défense, d'éducation, de solidarité. Mais malheureusement, faute de réformes structurelles, il a porté la dépense publique à son plus haut niveau
et les prélèvements obligatoires qu'il mobilise sous forme d'impôts, de taxes ou de prélèvements sociaux ne suffisent pas à équilibrer les comptes publics. Nous sommes dans une divagation de déficit chronique et corrélativement de recours à l'emprunt. Les dettes publiques représentaient 20% du produit intérieur brut en 1980, 40% en 1990, 60% en 2000, et nous serons bientôt à 100% du produit intérieur brut. L'État a cru pouvoir s'occuper de tout et on a vu les limites de ses capacités. La situation de crise que nous traversons et dont nous ne sommes pas sortis depuis la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, cette situation plonge tous les acteurs dans la tyrannie du court terme, bien souvent les acteurs du monde de l'entreprise, mais aussi ceux de la sphère publique. En matière fiscale, l'instabilité des textes, l'imprévisibilité des réformes, des décisions politiques, découragent ou inhibent ceux qui investissent. Au surplus, les marges des entreprises n'ont jamais cessé de baisser depuis 20 ans, et parmi les 17 pays de la zone euro, c'est en France que les marges sont les plus faibles. Nous tardons, et c'est peu dire, à fortifier notre culture d'entreprise et à faire justice de tous les mauvais procès qui alimentent encore de solides dogmatismes. Il est certes politiquement correct de proclamer que la charge fiscale, que le financement de la protection sociale sont répartis équitablement entre les entreprises et les ménages. Mais, mesdames et messieurs, y a-t-il une seule entreprise qui puisse se dispenser de répercuter les taxes, les impôts et les charges sociales qu'elle doit assumer dans le prix qu'elle demande aux consommateurs au stade final? Au-delà de ce sophisme, à l'heure de la globalisation, faire peser sur la production le financement de la sphère publique, c'est évidemment encourager nombre d'entreprises à l'exil. L'impasse est devenue évidente. Il est donc impératif de redéfinir les missions respectives de l'État et des entreprises. Il y a urgence à prendre la mesure des défis qui obscurcissent l'horizon, tels l'épuisement des ressources naturelles, le réchauffement climatique ou les déséquilibres démographiques. C'est dire la nécessité de promouvoir un management prêt à passer d'une responsabilité limitée à une responsabilité globale. Il est d'ailleurs significatif que certains grands groupes internationaux, je pense à Microsoft, consacrent aux œuvres humanitaires des crédits infiniment plus importants que ce que peuvent mobiliser les États eux-mêmes. Ayant établi que la puissance publique ne peut à elle seule assumer les grandes causes, tant elle exerce ses prérogatives à l'intérieur de frontières historiques qui deviennent largement fictives, il est temps d'encourager les entrepreneurs, comme vous le faites, à s'investir dans une responsabilité globale. Nous devons cesser de trop attendre de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et autres acteurs publics, la cohésion sociale, la protection de la nature, la préservation de nos ressources énergétiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre appellent des actions qui ignorent les frontières. Ces grandes causes dont dépend l'avenir de la planète et de l'humanité exigent un engagement de chacun d'entre nous. Nombre d'entreprises sont désormais globales. Elles opèrent à l'échelle du monde. Certaines n'ont d'ailleurs pas tenté à s'affranchir du poids des prélèvements fiscaux. Ainsi, les grands groupes de l'économie numérique, je pense à Google, à Amazon, à Microsoft, jouent magistralement avec les spécificités des législations nationales pour fixer eux-mêmes le montant des impôts qu'ils croient devoir payer. C'est peut-être cela qui leur donne les moyens de financer des grandes causes humanitaires. Les lois et les directives ne peuvent tout régler si les responsables du monde de l'entreprise s'exonèrent d'une éthique fondée sur les principes de base de l'humanisme.
En agissant ainsi, ceux qui entreprennent ont bien compris qu'ils se donnent les meilleurs atouts pour assurer durablement la performance économique, améliorer le sort de l'ensemble des collaborateurs, développer des mécanismes d'intéressement, de participation aux résultats, prendre en charge plus directement la formation professionnelle, comme on le fait en participant au financement de la fondation Audencia, accueillir les jeunes en alternance, bannir le court terme et inscrire la stratégie dans la durée sont de bonnes manières pour avancer en confiance. Il s'agit pour les entrepreneurs d'être pleinement partie prenante. En conséquence, ils entendent se réapproprier une partie des fonctions pour lesquelles ils avaient cru devoir s'en remettre aux administrations publiques. Le mouvement qui s'ébauche est une véritable révolution par rapport à nos pratiques de gestion paritaire et à ces dérives. Qui peut dire que la gestion paritaire a été exemplaire? La chronique judiciaire met la lumière sur des comportements que l'on peut considérer comme approximatifs et blâmables. On a mis quelque temps à sortir d'une culture d'opacité, et ceci est particulièrement vrai dans la sphère publique. En maintes circonstances, les partenaires sociaux, encouragés en cela par les autorités politiques, ont fait le choix du centralisme, de la loi, des cotisations obligatoires. S'agissant de la formation professionnelle, plus de 30 milliards sont mobilisés. Qui peut dire que les actions menées par la sphère publique répondent à une exigence d'efficacité? C'est un exemple parmi d'autres. Je voudrais dire aussi que les partenaires sociaux ont eu quelquefois du mal à donner l'exemple de la rigueur de gestion. Je pense aux caisses d'assurance chômage, gérées paritairement par les représentants des employeurs et par les représentants des salariés. 15 milliards de dettes accumulées au 31 décembre 2012, 5 milliards de déficits programmés en 2013 et aucune véritable réforme en vue. Ça n'est pas ainsi que l'on peut conduire les affaires publiques. Cela dit, il est vrai que les dirigeants d'entreprises ont intérêt à ne plus abandonner la prise en charge des grandes causes au seul pouvoir public. C'est une responsabilité collective, mais il faut que les entreprises puissent disposer de marges de manœuvre suffisantes, car tout est question de dosage et d'équilibre subtil. Parmi les objectifs prioritaires, il y a à mes yeux une tâche immense à accomplir en direction de nos concitoyens, des jeunes et de leurs familles. Pendant trop longtemps, le débat public a maintenu un voile de suspicion autour du monde de l'entreprise, mettant dans le même sac les sociétés du CAC 40, les PME, les TPE et sans doute plus récemment les auto-entrepreneurs. Les outrances de la financiarisation, la déconnexion entre l'économie financière et l'économie réelle, les optimisations abusives et les fraudes en matière fiscale, le recours aux paradis fiscaux, les caricatures de l'économie casino, la révélation de certaines pratiques abusives de rémunération des grands patrons ou de traders, les annonces parfois provocatrices. J'ai encore à l'esprit ce grand patron du CAC 40 qui faisait l'apologie des entreprises sans usine. Tous ces messages, tous ces comportements peuvent être des manquements à un minimum de déontologie. Ils sont des égarements malsains et corrosifs. Ils portent atteinte à la dignité. Il est des paroles et des actes qui blessent et qui peuvent provoquer la colère et la révolte. La responsabilité globale appelle une charte de valeurs pleinement assumée, pleinement respectée, et cette vision nouvelle doit permettre aux Français de reconnaître enfin que ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le pays et pour la planète. La partie n'est pas gagnée, puisque vous le savez, à l'occasion de sondages récents, il y avait encore près de 3 jeunes sur 4 qui rêvaient de devenir fonctionnaires. À ce stade de mon propos, je voudrais tenter d'identifier les avancées que nous devons oser articuler et mettre en application sans tarder, car le temps presse. S'agissant des innovations, pour ma part, je fais confiance au monde de l'entreprise, à condition qu'on lui laisse des marges de liberté
suffisante. Je fais confiance au monde de l'entreprise pour innover, pour imaginer les produits, les services du futur, pour mettre en œuvre les technologies, conduire les recherches, avancer au plan économique, au plan social, au plan commercial. À l'heure de la mondialisation, nous devons collectivement être conscients de nos responsabilités globales pour lutter contre les grandes causes. Mais ce qui me paraît devoir faire l'objet d'innovation, c'est la façon dont nous gérons la sphère publique. Les innovations que j'entends évoquer devant vous concernent la gouvernance publique, car l'État-providence, je vous l'ai dit au début de mon propos, l'État-providence est à bout de souffle. Les gouvernements, et je dirais les gouvernements successifs, résignés face aux mutations du monde, se réfugient dans la communication. La communication se substitue à l'action et les médias mettent en scène, théâtralisent la vie politique. L'annonce se substitue aux actions, les lois deviennent bavardes, souvent incantatoires, elles deviennent des véhicules de communication. Un peu pathétique, nous avons un tel engouement pour l'innovation que nous avons inscrit dans notre Constitution le principe de précaution. Confrontés à la montée du chômage de masse depuis 3 décennies, notamment chez les jeunes, nous avons, au fil des années, conçu des programmes qui avaient tous le même principe et les mêmes ressorts. Il s'est agi de travaux d'utilité collective, d'emplois jeunes, d'emplois aidés, d'emplois d'avenir. Le mécanisme est resté invariable et il oriente ces jeunes vers les administrations publiques, celles de l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales, des associations financées par des fonds publics. Il importe, je le crois, de privilégier désormais l'insertion des jeunes dans la sphère marchande, qu'il s'agisse d'un contrat de travail unique ou de ce que j'appelle un Erasmus du premier emploi, c'est-à-dire de permettre aux jeunes de mener leur premier emploi dans un autre pays que leur pays d'origine. Alors que la mondialisation est établie, qu'elle est irréversible, nous nous cramponnons encore à nos avantages acquis, caressant l'illusion que le monde entier envie notre modèle. Or, l'état de nos finances publiques, notre double déficit budgétaire et commercial nous oblige à bouger, nous oblige à réformer hardiment, tant au plan national qu'au plan européen. Cela étant, n'attendons pas de l'Union européenne qu'elle accomplisse un certain nombre de réformes à notre place. Ainsi, pour redresser nos finances publiques, l'impératif n'est pas d'augmenter les prélèvements obligatoires. On voit bien aujourd'hui qu'en alourdissant les barèmes d'impôts, on ne perçoit pas un supplément de recettes fiscales ou de cotisations sociales. Les contribuables s'organisent pour éviter cette confiscation. Ce qui prime, c'est d'alléger les dépenses publiques. Vous savez que le niveau des dépenses publiques en France est parmi les plus élevés au monde, 57% du produit intérieur brut, alors que les Allemands sont à 9 points en dessous de nous. 9 points, c'est 180 milliards de différence entre les dépenses publiques françaises et les dépenses publiques de la République fédérale d'Allemagne. Et pour parvenir à réduire ce niveau de dépenses publiques, je crois qu'il faudra revoir la durée du temps de travail dans la sphère publique. Souvenez-vous qu'en 97-98, lorsque les 35 heures ont été instituées, il n'était pas question de les instituer dans la sphère publique. Et puis, on a considéré, au bout d'un an, qu'il fallait élargir les 35 heures aux 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et tous les opérateurs de l'État et des départements, c'est-à-dire 6 millions de personnes. Il faut savoir qu'il en résulte un coût supplémentaire de dépenses publiques que l'on peut évaluer à 25 milliards chacun. Si l'on veut également réduire la dépense publique, il va falloir mettre un terme à l'hystérie normative
qui déclenche des suppléments de dépenses dans maintes circonstances. C'est, me direz-vous, le législateur qui y met sa main. Ce sont les directives européennes. Mais ce sont parfois les fédérations sportives. J'inaugure fréquemment en Mayenne des terrains de football et des vestiaires. Et à chaque fois, le maire est assez fier de me dire que, naturellement, le vestiaire de l'arbitre est aux normes d'accessibilité des personnes handicapées. Je vous laisse imaginer le supplément de dépenses qui, à chaque fois, se trouve engagé. Je pense également qu'il faut donner aux acteurs locaux, aux collectivités territoriales, des marges de liberté pour que l'on puisse innover pas seulement dans les entreprises, mais également dans la sphère publique. Pourquoi voulez-vous que le service public soit assuré de la même façon dans le Nord, dans les Bouches-du-Rhône, en Loire-Atlantique ou en Mayenne? Ce qu'il faut, c'est que les élus locaux assument leurs responsabilités, imaginent les meilleures réponses aux attentes de la population, de leur territoire, et qu'ils opèrent en fonction des ressources financières dont ils disposent. Il s'agit d'organiser la décentralisation autour de la liberté, de la responsabilité et de la proximité. Ayant dit cela, je pense que s'il y a urgence à rétablir l'équilibre des comptes publics, rétablir l'indépendance financière, car il en est des pays comme des entreprises, à un certain niveau de surendettement, on est sous l'autorité, sous la responsabilité de ceux qui nous ont prêté des fonds. L'urgence, c'est naturellement l'équilibre des comptes publics, mais c'est aussi la compétitivité de l'économie. Et de ce point de vue, je pense que nous devons nous préparer à une vraie réforme fiscale. Monsieur le directeur général, vous avez évoqué quelques-unes de mes maraudes. J'avais fait un rapport sur la mondialisation en 1993, alors que j'étais rapporteur général du budget à la Commission des finances du Sénat. Et j'avais cru pouvoir insister sur la nécessité d'alléger les charges sociales et de rendre plus sympathique la TVA. Si vous admettez le postulat que mettre à la charge des entreprises, c'est-à-dire à la charge de la production, le coût d'une partie des services publics et de la protection sociale, si vous admettez que ce principe, dans un monde ouvert, multiplie les nécessités d'exil fiscal, alors vous devez reconnaître que plutôt que de taxer la production, il faut taxer les produits, reconnaître que pour l'essentiel, ce sont les ménages qui paient les impôts, et donc préparer une réforme fiscale qui assoit l'impôt sur la consommation, sur le revenu ou sur le patrimoine. Pour l'immédiat, si l'on veut alléger les cotisations sociales et retrouver de la compétitivité et cesser d'accabler les salaires, eh bien, je pense qu'il faut se préparer à compenser à l'euro près par un supplément de TVA. Je me sens un peu moins seul aujourd'hui dans cette préconisation, mais je vous avoue que j'enrage parfois de ne pas être parvenu à convaincre mes partenaires politiques d'avancer dans cette voie. Il en fut question lors de certaines campagnes, mais lorsque les gouvernements se sont mis en place, ils ont renoncé pour des raisons que je blâme. Ils ont manqué de courage. Sans doute étaient-ils lucides, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur lucidité. La lucidité ne sert à rien sans courage, et le courage sans la lucidité est quelque peu dangereux. Donc pour éviter ces délocalisations, je pense qu'il faut aller hardiment vers un transfert d'au moins 50 milliards de cotisations sociales, le CICE, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, n'étant qu'une réponse pâle. Il traduit toutefois deux avancées. La première, c'est que les concepteurs, et c'est un gouvernement de gauche, brisent deux tabous. Le premier, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème de charge sociale. Et le second tabou, c'est qu'ils indiquent clairement, puisque la TVA va augmenter, que toute augmentation de TVA n'est pas un chemin interdit. Mais il faudra aller plus loin. Il faudra revoir aussi les textes sur le code du travail, la durée du temps de travail,
rétablir la flexibilité et privilégier la négociation. Enfin, nous devons faciliter la formation en alternance et consolider notre culture d'entreprise, gommer notre aversion au risque. J'observe que dans les universités et parfois dans les grandes écoles, il est proposé aux étudiants de se préparer au concours des administrations publiques comme s'il s'agissait de la voie royale. Au XIXe siècle et pendant une partie du XXe siècle, le paternalisme a fait l'objet de dérives et sans doute de pratiques critiquables. Un courant de pensée a poussé en faveur d'une protection sociale gérée collectivement. Aujourd'hui, le constat des dysfonctionnements de la réponse étatique oblige à de profondes réformes structurelles. La répartition des tâches doit être redéfinie. L'espoir invite le monde de l'entreprise à la responsabilité globale. Enfin, chacun comprend que nous sommes désormais dans un marché unique européen et qu'en matière commerciale, en matière économique, en matière financière, toute régulation, pendant un certain temps, on apprenait la dérégulation et l'autorégulation. Les banquiers du monde entier nous avaient affirmé qu'ils allaient s'auto-réguler. Ceci a abouti à la crise des subprimes en 2007 et nous connaissons la suite. Nous avons besoin de régulation, c'est d'autant plus vrai que lorsqu'il y a un risque systémique, ce ne sont pas les banques qui viennent au secours de leurs difficultés, ce sont les contribuables, too big to fail. Qu'on ne peut pas laisser tomber les grandes banques, il faut faire appel à l'État. C'est donc une obligation absolue pour les responsables politiques d'édicter des règles pour préserver les grands équilibres et éviter les déviances, réduire certains risques. Alors je pense qu'en matière de régulation économique, financière, budgétaire, il faut que nous passions à l'échelon européen. Toute régulation infra-européenne est à mes yeux une pure gesticulation, puisque nous disposons au surplus d'une monnaie unique, l'euro. Nous avons le devoir d'assumer notre partage de souveraineté. Malheureusement, lorsqu'on a créé l'euro, on n'en a pas tiré les conséquences. Se donner une monnaie unique, c'est évidemment partager une souveraineté. Mais on n'en a pas tiré les conséquences. On a fait la monnaie unique parce qu'on avait créé le marché unique. Et que lorsque dans un marché unique, il y a autant de monnaies que de pays constituant cet espace de marché unique, malheureusement, l'instabilité monétaire déclenche des dévaluations compétitives. Et pour les plus anciens parmi vous, les dévaluations compétitives des années 80, du début des années 90, étaient des facteurs qui brisaient la croissance et qui poussaient le chômage à la hausse. Pour mettre un terme à cette instabilité monétaire, il n'y avait pas d'autre antidote que la monnaie unique. Et comme malheureusement nous n'avions pas d'État européen, on a imaginé un règlement de copropriété, le pacte de stabilité et de croissance, avec une banque centrale européenne qui, elle, était d'essence fédérale, mais les États ont bien vite pris leur distance par rapport à leurs obligations, et pendant 10 ans, la zone euro n'a pas été gérée, parce que l'euro avait anesthésié le monde entier, y compris les marchés. On a pensé à un moment que les marchés réguleraient la situation, feraient pression sur les États. Eh bien, pas du tout. Les marchés et les agences de notation ont pensé pendant 10 ans que la zone euro était un espace fédéral, et que si un État était en difficulté, les autres États viendraient nécessairement à son secours, contrairement au contenu des traités européens. Quoi qu'il en soit, la crise a amené les chefs d'État et de gouvernement à se ressaisir. Un gouvernement, une esquisse de gouvernement économique, monétaire, financier, budgétaire se met en place. Je pense que le jour où nous avons mis un pied dans la zone euro, nous avons pris un billet d'aller sans retour vers une forme d'intégration politique européenne. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, mais la zone euro constitue, je le crois, l'embryon d'un fédéralisme européen. Je voudrais maintenant conclure. Ce que nous vivons en ce début de siècle n'est pas une crise ordinaire. C'est l'avènement d'un monde global. Si la menace de régression est réelle, le devoir de déployer, comme vous le faites, des trésors d'ingéniosité et de perspicacité est un impératif absolu. C'est dire l'urgence de remettre en cause nos engagements, nos conventions et nos institutions. Les rôles sont redistribués
et mettent en évidence la responsabilité de chacun. J'emprunte volontiers à Steve Jobs une citation extraite de son discours devant les étudiants de Stanford en juin 2005. « Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. » Nous vivons une véritable métamorphose du phénomène humain et de l'organisation du monde. Comme vous, je fonde mon espoir sur la responsabilité globale. Elle nous appelle à l'audace individuelle autant qu'à la nécessité de nous battre contre tous les périls qui menacent l'humanité dans son ensemble. L'avenir, vous le savez bien, ne se prédit pas, il se construit, il se prépare ici à Audencia. Merci de votre attention. Merci. Pour prolonger cette intervention maintenant, une table ronde qui va réunir des professionnels impliqués dans la RSE, qui en ont fait d'ailleurs un levier d'innovation, on va le voir dans un instant, mais également une entreprise incubée à Audencia, et puis des représentants de l'école. Je vais donc inviter à me rejoindre Catherine Shorter-Lebray, qui est directrice générale de Dorel France et vice-présidente marketing et R&D pour l'Europe de cette même entreprise. Marie Godard, qui est la directrice générale adjointe de SCE. Jonathan Charrier, qui est cofondateur d'une entreprise donc incubée à Audencia, Pulse Unpup. Si vous voulez bien me rejoindre, je vous en prie. Valérie-Claude Godilla, qui est la directrice de Sciences Com, également professeure en stratégie. André Sobzak, qui est le directeur de la recherche à Audencia, et puis titulaire évidemment de la chaire PME et responsabilité globale, et puis Franck Vidal, le directeur général d'Audencia Group. Merci à tous les 6 d'être là et de témoigner sur cette thématique de la responsabilité globale, de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Vous allez nous montrer peut-être comment dans vos entreprises, notamment les 3, peuvent être liées. Et puis dans un premier temps, peut-être aussi aborder la question de la fondation, puisqu'on est aussi là pour ça ce soir, de nous dire pourquoi vous y êtes investi et puis les bénéfices que vous en avez tirés. Catherine Shorter-Lebray, je vais vous donner d'abord la parole, je vais prendre le micro, et peut-être dans un premier temps nous présenter votre entreprise assez rapidement, votre groupe Dorel. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là ce soir parmi vous. Le micro bien près, s'il vous plaît. Vous le collez sur le menton. Entendu. Voilà. Donc je suis effectivement une ancienne de l'école, je suis sortie en 85 et je suis ravie d'être ici ce soir. Et c'est aussi toujours beaucoup d'émotions de se retrouver dans cet amphi qui était bien différent il y a bientôt 30 ans. Donc Dorel, c'est un groupe canadien qui est leader sur le marché de la puériculture, au travers de marques comme Bébé Confort qui innovent depuis bientôt plus de 75 ans, mais aussi des marques leaders aux États-Unis comme Safety First ou au Brésil ou en Amérique du Sud. Donc nous sommes basés à Cholet, donc nous sommes aussi une entreprise profondément ancrée dans le territoire régional et nous sommes également un groupe donc leader mondial. Alors on reviendra sur notre thématique tout à l'heure. Juste d'abord une question par rapport à la fondation. En quoi est-ce qu'il est finalement légitime et cohérent pour vous d'être impliqué dans cette fondation, puisque vous en êtes un des donateurs? Donc quand on s'appelle Dorel, nous œuvrons pour le quotidien et le bien-être des parents et des enfants. Et nous essayons d'engager l'ensemble de nos collaborateurs autour d'une thématique qu'on appelle Care for Precious Life, donc la vie est précieuse, protégeons-la. Et donc, s'associer à cette fondation, et donc la marque responsable était pour nous quelque part, ça fait quelque part partie de notre ADN. Donc, préserver la planète et le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est donc dans la chaire marque responsable que vous êtes impliqué, je le précise. La RSE, c'est une réalité dans votre entreprise depuis combien d'années ? Donc la RSE, c'est d'abord une valeur clé de l'entreprise, ça fait partie de nos 5 valeurs et nous avons commencé à lancer les premières initiatives RSE il y a maintenant 4 ans, en 2009. Nous avons commencé d'abord par impliquer les salariés. Donc on a mis en place un projet qu'on a appelé Éco-Geste et on a considéré que c'était important que les salariés soient d'abord acteurs et convaincus. Donc une démarche pédagogique et d'abord de comportement. Et puis après, petit à petit, on a mis en place des analyses de cycle de vie. Et puis, on a commencé à développer des nouveaux produits. Et nous avons sorti début 2013 un biberon éco-conçu qui a été développé à Cholet et qui a été lancé début 2013 et qui a fait ses premiers pas sur le marché chinois dès le mois de janvier. Donc, on est aujourd'hui extrêmement fiers de cette démarche. Ça a été une démarche qui a pris un certain temps. Il a fallu fédérer en interne et il a fallu un engagement de la présidence au niveau de Dorel Europe extrêmement forte.
Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui très content d'avoir Onancia à nos côtés qui nous accompagne au quotidien aussi au travers des étudiants. Sur l'interne, c'est une étape qui ne peut pas être escamotée quand on s'engage dans la RSE pour vous. Ça doit passer d'abord par cette étape-là. C'est une étape stratégique. Si on veut en faire un vrai axe stratégique pour l'entreprise, elle doit être profondément ancrée au travers à la fois des salariés et du quotidien de l'entreprise. Elle fait aujourd'hui partie de la chaîne de valeur. Elle fait aussi partie de toute la partie achat. Nous appartenons aujourd'hui à un certain nombre de fondations, par exemple BSCI, nous produisons aussi en Chine. Donc la notion de risque chimique, elle est très importante au niveau de l'organisation. Et donc elle a été ancrée au travers de la globalité de la chaîne de la valeur, aussi bien au niveau du développement que des achats, que de la partie commerciale. Nous œuvrons aussi dans un certain nombre d'hôpitaux. Nous travaillons avec Théodora, en fait, qui est aussi une association qui fait sourire les enfants dans les hôpitaux. Et on s'est engagé, on a mis en place un clown à l'hôpital de Cholet. Donc on travaille vraiment sur l'ensemble de l'organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une quête de sens qui est très importante pour les salariés. Et on sait qu'aujourd'hui, les salariés, on a besoin de travailler bien évidemment sur les objectifs économiques court terme, mais le fait de pouvoir aussi réconcilier le long terme, l'innovation, le sens, je pense que c'est aujourd'hui une très grande force pour l'entreprise. Merci Marie Godard. SCE, un mot sur votre entreprise d'abord ? Oui, donc bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc SCE, on est une société de conseil et d'ingénierie en aménagement du territoire et en gestion de l'environnement. Concrètement, on a des gens qui interviennent en urbanisme, en paysage, en ingénierie des infrastructures et puis en protection de l'environnement, beaucoup sur des aménagements urbains. On intervient beaucoup à Nantes parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont nantais sur les travaux du chronobus notamment ou d'aménagements un petit peu emblématiques type la place Gralin actuellement. Quel est le sens de votre implication dans la fondation Audencia aujourd'hui ? Alors, on est rentré dans la fondation Audencia. Alors, d'abord, les liens avec Audencia sont assez anciens finalement parce que on partage depuis longtemps en fait les valeurs de responsabilité globale au sein de l'entreprise et qu'on a développé initialement une école en fait au sein de l'entreprise. On est nous une ETI, on est un peu moins de 500 au sein de groupe SCE et on avait cette volonté de développer une école au sein de l'entreprise pour former, faire grandir nos collaborateurs et on s'est tourné vers des partenaires qui partageaient nos valeurs et ça a été notamment Audencia et donc à ce titre on a appris à se connaître, à partager et à un moment donné on a échangé sur la responsabilité globale et notamment lors du montage d'une chaire qui était responsabilité globale et PME. Et là, on s'est dit que ça correspondait à notre engagement, d'abord parce que échanger entre dirigeants et avec des chercheurs, c'était sur des pratiques innovantes de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, c'était vraiment essentiel pour prendre du recul, pour progresser, pour s'améliorer. Donc ça, c'était le premier objectif un peu pragmatique, je dirais, de nous aider à innover sur ces sujets et d'élargir notre vision, nous, SCE. Et puis le deuxième, c'est que un de nos engagements, c'est aussi de promouvoir, on disait il faut de l'audace, ça fait aussi partie de nos valeurs, de se dire on veut porter la responsabilité sociétale des entreprises, pas seulement chez nous, mais aussi prouver que c'est aussi un gage de performance. Et ça faisait partie aussi de l'objet de la chaire, de promouvoir cette RSE. Et donc, voilà, l'engagement est assez naturel, en fait. Donc cet engagement et votre investissement dans la chaire, ça vous a permis quand même d'avancer concrètement sur la démarche RSE dans votre entreprise ? Oui, bien sûr. Notamment, actuellement, on travaille, par exemple, concrètement, sur la mise en place d'une nouvelle organisation. Donc, on a travaillé sur la stratégie de SCE, etc., puisqu'on est en croissance importante et donc il fallait qu'on revisite notre stratégie et ce qui a abouti à mettre en place une nouvelle organisation qu'on est en train d'évaluer avec la chaire en interrogeant nos collaborateurs, donc c'est assez innovant puisqu'on interroge nos collaborateurs sur comment ils vivent aujourd'hui la nouvelle organisation,
au regard des valeurs que l'on a définies tous ensemble, C'est un qui panel sont de les valeurs de salariés l'ASE. qui sont sollicités Exactement. par la chaire directement. Par la chaire, voilà, par le chargé d'études de la chaire, qui va interviewer nos salariés pour dire, voilà, cette nouvelle organisation, est-ce que, par exemple, au regard de la proximité du management, qui est un point important pour nous, proximité des clients, etc., est-ce qu'elle fait faire mieux les choses ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Et ensuite, selon cette évaluation, on adaptera et on fera évoluer notre organisation. Merci. André Sobczak, un mot en tant que directeur de la recherche, pilier de la RSE, ça vous a apporté quoi, vous, la Fondation? Pour nous, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel pour l'ensemble des chercheurs ici à Audencia Group. Nous avons besoin évidemment pour mener nos recherches de fond, parce qu'on considère que la recherche doit se mener aujourd'hui dans un cadre international. On a besoin de travailler avec des académiques dans le monde entier, à la fois en management, mais aussi en ingénierie, en création. Et pour ça, en fait, on a besoin de se déplacer. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir cet accompagnement de la part des entreprises. Mais la Fondation, c'est pour nous aussi une opportunité de travailler avec des entreprises sur des problématiques qui sont concrètes, utiles à ces entreprises-là, mais aussi des problématiques qui sont émergentes, qui ne sont peut-être pas encore trop abordées par d'autres chercheurs. Et donc, ce contact au quotidien, c'est quelque chose qui est très important. Merci Jonathan Charrier. Alors, vous avez donc cofondé une entreprise qui a donc été incubée ici à Audencia. Je rappelle que l'incubateur est financé en partie, très aidé par la Fondation. Vous nous présentez d'abord votre société, Oui. Pulse and Pulp. Alors Pulse et Pulp, c'est très simple, ça répond à une problématique qui est récurrente à ce jour et qui l'a toujours été. C'est quand vous achetez un produit, vous êtes obligé de vous adapter à ce fameux produit, peu importe lequel. Et nous, donc, on a choisi de prendre le contre-pied de cette hérésie et d'obliger tous nos produits à s'adapter aux consommateurs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on va prendre une problématique de marché de niche, qui est le handicap, la personne âgée, l'enfant ou tout autre, qui sont en fait le paroxysme de l'adaptabilité. Et cette problématique, on va la remodeler d'un point de vue esthétique et ergonomique pour en faire une force et répondre à un marché global. Donc là, aujourd'hui, on a 1 an et 4 mois d'existence, une équipe de 7 personnes. Et vous avez développé combien de produits aujourd'hui? Donc 11 produits qui ont été présentés au Salon Maison Objet en septembre, donc qui est un des salons majeurs du design et du mobilier au niveau mondial. Et les retours ont été extrêmement positifs puisqu'on a eu entre 200 et 300 000 euros de demande de devis. On a touché les 5 continents, ce qui fait que maintenant on s'est approché de CCI international pour approcher l'export plutôt que prévu. Et on est en train de viser donc 3 pays principaux pour commencer l'export, alors qu'à la base on visait juste la France pour commencer. Vos produits aujourd'hui sont en production ou Alors encore... non, je peux vous présenter par exemple un produit... Ça serait pas mal, oui, oui. pour qu'on voit concrètement à quoi ça Donc ressemble. on touche aussi bien au mobilier qu'à l'art de la table. Et donc là, vous avez un pichet qu'on a développé. Le concept de ce pichet, c'est d'avoir un tunnel en plein milieu. Et aussi, oui, donc le verre, si vous voulez le prendre. Oui. Donc le verre, première chose, c'est que vous pouvez le prendre de 4 manières différentes. Soit vous le prenez comme un verre classique. Il faut que je me concentre sur le micro. Ouais. Soit vous le prenez comme un verre classique par son contour, sachant que votre verre va en s'élargissant par la hauteur, ce qui fait qu'on va éviter toute glissade du verre quand vous buvez une boisson fraîche qui va causer de la condensation. Ouais. Ensuite, Parce vous qu'on voit glissez... l'intérieur. Ouais. Je monte l'intérieur en même temps du verre. Tout à fait. Particulier. Ouais. Donc je précise que là, c'est un prototype, il n'est pas D'accord. totalement fini. Donc on peut le prendre comme ça aussi. Voilà, vous pouvez le prendre comme ceci pour les petites mains, par exemple. Vous glissez votre main entre les 2 pieds et vous pouvez vraiment l'enfoncer jusqu'à la paume, ce qui fait que le verre va être totalement tenu sur la tranche de votre main et les pieds vont stabiliser en fait le verre. Plus besoin de le serrer. Donc problématique d'arthrose pour les enfants, pour les personnes âgées ou tout simplement des personnes qui ont des problèmes de mobilité au niveau des membres sup. Là, on règle le problème tout en ayant une esthétique qui est extrêmement valorisante. Et pour le pichet, là, c'est tout simple. On a creusé un tunnel, enfin tout simple. Dans l'idée, c'est tout simple. Du point de vue technique, c'est extrêmement complexe. On a tout simplement creusé un tunnel en plein milieu de ce pichet. Et en fait, vous rentrez votre bras à l'intérieur. Donc, par, faites la démonstration en même temps. Vous rentrez votre bras donc, par l'autre côté. Par l'autre côté, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, vous prenez la anse ensuite par son intérieur et vous versez, par la anse, en fait, qui est creuse.
Voici. Ah, d'accord. Et là, en fait, la problématique est toute simple. Quand Non, vous on utilisez s'y un pose, ouais. pichet, vous avez tout le poids du pichet qui est concentré sur le poignet. Là, le poids du pichet est concentré sur l'avant-bras. Donc D'accord. nettement plus de facilité pour soulever le pichet. L'enfant, personne âgée, problématique d'arthrose, toujours pareil. Le problème est réglé. D'accord. Donc pour ces 11 projets, à chaque fois, on vise vraiment une adaptabilité totale pour tous, en partant d'une problématique de niche. C'est un très bel objet C'est en en même plus temps. un très bel objet. Il est très bien designé. Hein. Donc là, on est sur des prototypes. L'objectif, c'est de les lancer donc, en polycarbonate. Le verre, normalement, vers février-mars, je dirais. Et le pichet un peu plus tard, puisqu'on a un coût de moule qui est extrêmement élevé. Le pichet va avoir un coût de moule d'à peu près 100 000 €. Et vous avez des commandes concrètes pour ces objets-là aujourd'hui? On a des commandes, oui, tout à fait. On a des commandes en Chine, au Japon, Canada. La Chine va attendre un petit peu, puisqu'en fait, les pays qu'on va viser, ça va être le Japon, le Québec pour commencer, dans la zone Canada, et Allemagne, Benelux. Et après, on a bien sûr la France qui est aussi très intéressée. Et vous apportez aussi des missions de conseil, je crois, hein, c'est ça? Tout à fait. On apporte aussi des missions de conseil donc, en innovation d'usage, puisque justement, ces produits-là sont développés sur le principe d'innovation d'usage. Donc là, on a eu une douzaine de demandes de conseils en développement de produits au Salon Maison Objet. Donc on travaille par exemple avec le numéro 2 de la couette pour réveiller complètement l'univers de la couette qui n'a jamais changé depuis la création de la couette, pour faire la différence entre une couette d'un concurrent X et d'un concurrent Y. La couette est blanche, c'est tout. Donc nous, on va réveiller tout ça. En même temps, on est avec Revol, qui est donc une majeure de la porcelaine, qu'on a rencontré via un produit, une assiette qu'on a développé. Et en gros, ils sont tombés amoureux de notre créativité et ils souhaitent qu'on développe donc la collection Revol 2020-2030, là aussi en cassant totalement les codes. Pour revenir à la fondation, ouais. Pour revenir à la fondation, l'incubateur, donc ça vous a apporté quoi? Ça a été un tremplin pour vous? Tout à fait. L'incubateur, ça a été, première chose, un gage de sérieux auprès de nos potentiels futurs actionnaire lorsqu'on crée la société. Intégrer l'incubateur, ça nous a permis justement de valider le concept. La deuxième chose, c'était de pouvoir avoir un lieu totalement gratuit, donc d'économiser évidemment des fonds pendant plus d'une année. Et enfin, c'est aussi du conseil fourni gratuitement par les professeurs et le réseau d'Audencia. Beaucoup d'entraide en fait. Beaucoup d'entraide, tout à fait. Ouais. Et en même temps, on a développé tout ce qu'on appelle un affectio intersocietatis entre les différentes entreprises incubées, puisqu'on est justement dans un open space où on échange continuellement sur nos problématiques, et ça permet vraiment de développer et d'améliorer nos concepts en échangeant nos idées. Très bien, on vous entendra sur la thématique de cette table ronde dans un instant. Juste un mot, Franck Vidal. La Fondation, elle apporte quoi à l'école aujourd'hui? La Fondation, elle apporte, alors on pense immédiatement, bien évidemment, à des fonds pour développer nos activités. On a évoqué l'incubateur, on a évoqué la recherche, on a évoqué l'enseignement. Alors c'est un élément déterminant, puisqu'on le sait bien, le développement d'une école, et on a vu quelle était l'ambition du développement, de développement pour Audencia. Le développement d'une école est consommateur de ressources, notamment financières. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, il a été évoqué par Michel Méchenko lorsqu'il a bien souligné que la Fondation, avec ses fondateurs initiaux, avait sa propre gouvernance, son propre apport à la définition de la stratégie de l'école, à l'orientation des fonds qui sont apportés à l'établissement. Et ça, c'est un deuxième apport pour moi fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une mise en dialogue des orientations de la stratégie de l'établissement telle qu'elle est définie par le conseil d'administration de l'école, et le président du conseil d'administration est dans cette salle, et telle qu'elle est appliquée par le directeur général et l'équipe de direction. Donc il y a une mise en dialogue de cette stratégie-là avec des financeurs importants qui eux-mêmes sont des donateurs, des entreprises, et qui vont apporter un regard différent, nouveau, et vont nous permettre de donner corps à des ambitions plus fortes. Et puis, le troisième point que je vois aussi très fortement, c'est que la Fondation resserre encore plus les liens avec les donateurs entreprises au premier chef, puisque
on l'a dit ou on ne l'a pas dit, mais si on ne l'a pas dit, je le dis, aujourd'hui, les entreprises sont les principaux apporteurs en part de fonds à la Fondation. Nous savons que nous devons développer la part des donateurs privés. Mais pour ce qui est des entreprises, il y a une association très étroite de chacune d'entre elles. Et j'allais dire, tous les visages qui sont dans cette salle, qui sont ceux de nos donateurs, on a avec chacun d'eux, depuis la création de la Fondation, une histoire particulière. Et je pourrais, cas par cas, faire l'inventaire de ce que nous avons fait ensemble, de ce que nous projetons de continuer ensemble. Et c'est ça la richesse de la Fondation. Donc des fonds, oui, un apport conceptuel à la stratégie de l'école, certainement. Et en troisième lieu, cette intrication de nos aventures de part et d'autre entre ces entreprises partenaires et l'école. Je voudrais qu'on entende, alors il nous reste 20 minutes, vos convictions aux uns aux autres sur les liens entre responsabilité, entrepreneuriat et innovation, et puis des illustrations peut-être dans vos entreprises. Marie Godard, on commence avec vous peut-être d'abord. Quelle est votre conviction, vous, justement, sur ces liens? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre entreprise aujourd'hui? Vous êtes lancé dans une démarche hub, c'est quoi ça, la démarche? C'est ça. On s'est lancé dans une démarche hub. Alors évidemment, pardon. La conviction, c'est que tout ça, c'est très lié et que ça s'alimente les uns les autres de façon très serrée. La démarche hub, c'est quoi? On a laissé nos collaborateurs créer un objet qu'on a appelé hub au sein de l'entreprise, qui est en fait un laboratoire d'idées, des plateformes d'échange sur des sujets qu'ils choisissent. Donc c'est libre, ils choisissent ensemble des sujets qui sont liés au métier ou un petit peu décalés, liés à l'aménagement du territoire, au développement durable, etc. Et ça peut prendre toutes les formes qu'ils souhaitent. Ça peut être des expositions, des visites de sites. La seule contrainte, c'est que ce soit transversal, que ça puisse intéresser potentiellement l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et que ce puisse être ouvert à d'autres parties prenantes de l'entreprise, des fournisseurs, des clients, des maîtres d'ouvrage. Et si je dois prendre un exemple du lien que ça a avec l'innovation, parce qu'ensuite ça déclenche parfois des pépites et qui déclenche des évolutions vraiment importantes et des innovations dans nos services. C'est par exemple, on a eu cette année un hub qui s'est appelé les chantiers furtifs. Alors je pense que ça va en faire rêver pas mal d'entre vous nantais, parce que l'objet c'était comment on peut faire des chantiers d'aménagement et notamment en milieu urbain qui soient le moins impactants possible pour les riverains, les usagers, l'ensemble des parties prenantes, et donc faire que le chantier se déroule de la façon la plus transparente possible. Et donc, il y a eu plein d'échanges entre les différentes disciplines de l'entreprise à tous les niveaux. Et ça a abouti à un certain nombre d'innovations dans nos méthodes et notamment au montage d'un projet de R&D avec des partenaires, donc un projet qui est financé par le CETRA et sur lequel on va pouvoir expérimenter des méthodes pour rendre les chantiers plus furtifs. Et donc ça peut être autant de l'innovation de service, comment on informe les riverains en temps réel par le digital, des SMS, etc. Évidemment, des innovations technologiques, comment on pousse les entreprises, nous, en tant que maîtres d'œuvre, à utiliser des solutions moins polluantes en termes de bruit, en termes de poussière, etc. En milieu urbain, évidemment, c'est crucial. Et puis, ça peut être aussi des évolutions et des innovations méthodologiques du type concertation, évidemment, forte avec les parties prenantes du projet et puis avec le maître d'ouvrage, évidemment. Donc on voit bien que là, en fait, on a laissé les collaborateurs, c'était un peu la démarche RSE de se dire saisissez-vous de ce sujet et faites-en ce que vous voulez. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on en sort des vraies pépites d'innovation pour l'entreprise. Une démarche permanente, en fait. Exactement. Catherine Schorter-Lebray, en quoi est-ce que pour vous, la RSE, c'est un levier d'innovation, de créativité pour l'entreprise, que ce soit d'ailleurs à tous les niveaux, la R&D, les processus de fabrication, la conception des produits? Alors nous avons aussi mis en place une cellule innovation il y a à peu près 1 an. On se rend compte aujourd'hui que RSE, souvent, c'est synonyme de coûts additionnels. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, nous nous heurtions souvent à ces préjugés. Et en fait, cette petite cellule innovation, qu'on a vraiment déconnectée de la partie R&D, mais qui travaille de manière transversale au sein de l'organisation, qui est quelque part une espèce de start-up qui permet vraiment de catalyser beaucoup d'énergie. Et par exemple, cette petite cellule innovation,
elle a travaillé sur des nouvelles résines qui permettent d'améliorer en fait nos temps de production sur nos sièges auto. Donc ça fait à peu près 1 an qu'ils travaillent dessus. Et je pense que si on les avait eus au sein de la R&D, ces idées n'auraient jamais émergé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tester en fait ces nouvelles résines qui nous permettent d'améliorer nos temps de production d'à peu près 25%. Donc là aussi, la RSE, c'est aussi synonyme de coûts compétitifs. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, en fait, quand il y a des contraintes, en fait, les salariés aujourd'hui sont très innovants et sont capables de trouver des idées absolument révolutionnaires, que ce soit au travers des résines, que ce soit au travers des biberons. Et aujourd'hui, clairement, la notion de RSE est synonyme d'innovation parce que on a pu faire évoluer cet état d'esprit. Mais c'est vrai qu'il faut du temps et il faut surtout une démarche de long terme. Et c'est vrai que cette petite start-up innovation, elle a peu de contraintes. La seule contrainte qu'elle ait, c'est générer des idées, un petit peu comme ce que vous avez fait chez vous. Et on s'aperçoit que c'est aussi un projet extrêmement motivant pour les salariés. Et cette petite cellule innovation, elle est complètement connectée à la direction, à la présidence Parce que ça se manage d'ici, de là. Donc elle est managée à Cholet. Ouais. Donc elle fait aussi partie de mon domaine de responsabilité. Et nous avons en fait une connexion à la présidence tous les trimestres. Et cette petite équipe en fait partage avec le comité exécutif l'ensemble des projets. Et c'est extrêmement motivant pour l'ensemble des salariés. Et je reviens sur ce que disait Jean Arthuis tout à l'heure, sur la notion de prise de risque. Quelque part, au travers de ces start-up innovations, on réapprend à prendre des risques dans des grandes entreprises. Et ça, je pense que c'est extrêmement motivant pour l'ensemble des salariés dans l'entreprise. Ces cellules, elles ont un budget propre? Alors oui, elles ont un budget propre. On ne leur demande pas un retour sur investissement immédiat. Donc c'est vrai que ça permet de conjuguer à la fois le long terme. Et on sait aujourd'hui que l'innovation, ça a besoin de long terme. Donc c'est vrai qu'ils ont des exigences un peu différentes du reste de l'entreprise, mais on a défini un certain nombre d'axes stratégiques. Un des axes stratégiques, c'est par exemple la mobilité dans la ville de demain. On sait que les grandes métropoles, demain, 70% des habitants y habiteront, et on est en train de travailler sur, par exemple, des poussettes à 2 roues, où vous pouvez monter et descendre les escaliers, rentrer dans le bus, dans le tram. Très bonne idée. Donc c'est le parcours de la mobilité. Donc c'est vraiment orienté autour des usages consommateurs. Et j'espère qu'on va très vite voir arriver ces nouveaux produits. Vous êtes sur le marché de l'occasion aussi, je crois aussi, non? Oui, alors on a travaillé avec les étudiants d'Audencia. En fait, les étudiants d'Audencia, ils nous apportent d'abord une fraîcheur de vue. Ils nous permettent aussi de beaucoup mieux comprendre cette génération Y, leurs aspirations. C'est vrai qu'ils sont un peu différents, notamment de moi, qui ne suis pas une génération Y, mais plutôt une génération Z. Et nous avons travaillé avec eux sur un projet autour du marché de l'occasion. Pour nous, ce marché de l'occasion, il est très important, il est en train de se développer, donc c'est une vraie concurrence pour nos produits. Mais on a besoin de trouver en fait de nouveaux business models autour de ce marché de l'occasion. Et avec les étudiants, ils nous ont permis de travailler sur l'émergence de nouveaux business models. Et donc, quelque part, comment est-ce qu'on peut s'approprier le marché de l'occasion au sein du développement de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes idées qui vont émerger dans les mois qui arrivent. Et c'est vrai que travailler avec eux, ça a été assez merveilleux. Et on s'aperçoit que même ces jeunes étudiants qui ne sont pas encore des parents, ils ont la capacité à se projeter en fait dans des thématiques où nous, entreprises, on est un peu bloqués, on est quelque part contraints, alors qu'ils nous apportent cette fraîcheur de vue et cette hauteur de vue. Merci. Juste André Sobzac, une parenthèse sur ce que disait Catherine Shorter-Lebray, c'est-à-dire ce coût au départ qui est un barrage en fait sur les RSE. Vous l'avez entendu beaucoup, cette phrase-là. Vous l'entendez encore? Est-ce que vous sentez que là, il y a une maturité aujourd'hui des entreprises sur ce sujet-là? Oui, on constate effectivement une évolution. Lorsqu'on a commencé à travailler sur la responsabilité globale il y a plus de 10 ans, en fait, ici à Audencia, effectivement, beaucoup de questions nous sont parvenues en disant est-ce que c'est vraiment une thématique pour une école de management?
Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la performance économique des entreprises? Et finalement, dès le début, on avait avec d'autres chercheurs ici l'intuition que ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, en fait, on s'est appuyé sur le terme de responsabilité globale pour dire que justement, ce n'est pas uniquement social, sociétal ou environnemental, mais c'est aussi économique. Et il faut voir les trois dimensions ensemble. Et donc, effectivement, on a pu investir ces thématiques-là dans la durée, avec des collègues à la fois en finance, en marketing, en RH, pour essayer de voir justement comment on peut faire en sorte que ce ne soit pas un coût, mais plutôt un investissement, une opportunité, un facteur de différenciation, un facteur de développement pour l'entreprise. Et c'est vrai que de plus en plus, grâce notamment à des projets financés par la Fondation, je me rappelle, on a pu aller au Brésil grâce à L'Oréal pour observer les pratiques de L'Oréal avec des ONG dans ce pays qui ont innové en fait en termes de pratiques managériales et développé en fait des nouvelles opportunités pour l'entreprise, qu'on a pu revenir ici et prouver auprès des entreprises qui sont plus proches de nous comment il faut faire, quelles sont effectivement les façons qui font que effectivement tout ça soit un facteur d'innovation et de performance, y compris financière dans ce domaine-là. Et on continue. Il y a 2 semaines, on était ici avec le professeur Frédéric Alexis, la Banque de France et l'ensemble des banques du territoire initiées par les dirigeants responsables de l'Ouest pour voir comment demain on peut encore aller plus loin et intégrer la responsabilité globale dans la notation des entreprises par la Banque de France. Donc là aussi, en fait, je pense vraiment que en tant qu'institution d'enseignement supérieur, notre rôle n'est pas tant de former des managers qui sont capables de répondre aux problématiques actuelles ou aux pratiques actuelles, de les répéter de ce qui se fait aujourd'hui, mais plutôt de penser demain et de voir quelles sont justement les nouvelles problématiques qui se posent, mais aussi les opportunités. Et donc, effectivement, ça nécessite de l'innovation aussi de la façon dont on enseigne, dont on travaille ensemble avec les entreprises, les autres acteurs de la société autour de nous. Et pour ça, effectivement, la Fondation, c'est quelque chose qui est très précieux. Et d'ailleurs, ces entreprises incubées, c'est un sacré terrain d'observation pour vous, pour ensuite aller voir d'autres entreprises et leur montrer ces pratiques qui sont émergentes. Ouais. Oui, tout à fait. C'est aussi pour nous effectivement un laboratoire parce que on a effectivement beaucoup de projets qui sont actuellement dans notre incubateur et c'est évidemment quelque chose de très précieux pour notre équipe de professeurs en entrepreneuriat qui sont malheureusement pas là ici ce soir. Ils sont tous partis à Fribourg à une très grande conférence qu'on va accueillir d'ailleurs en fait à Nantes en 2015. Donc on les excuse et beaucoup des entreprises qui travaillent avec eux, ils sont effectivement là évidemment avec nous dans leurs pensées. Et effectivement là aussi c'est important d'avoir ces terrains, d'utiliser en fait, de faire à la fois de l'accompagnement de nos incubés, mais en même temps en fait de regarder qu'est-ce qui fait qu'une entreprise très jeune en fait va réussir et va faire justement cet équilibre entre l'innovation, la responsabilité pour continuer à créer de l'emploi, à se développer et qu'est-ce qui peut aussi parfois faire les échecs de ces entreprises. Donc là aussi, en fait, c'est évidemment quelque chose qui est important pour nous en tant que chercheurs. Jonathan, vous rassemblez parfaitement les trois. Vous êtes entrepreneur, votre produit est RSE, il est innovant. Les liens entre les trois pour vous sont évidents. Tout à fait. Oui, le lien pour moi est clairement évident dans le sens où aujourd'hui pour créer une société, il faut innover. Il faut se démarquer. Si on n'innove pas, si on ne se démarque pas, pour moi, clairement, on est mort. On est mort avant même de naître. L'innovation, c'est ce qui va nous faire vivre plus tard, même si ça a un coût, mais c'est ce qui va nous différencier. On peut très bien innover aussi bien, en effet, sur du produit, mais on peut innover sur de la communication, on peut innover sur le réseau de distribution, sur la logistique, on peut innover sur tout. Le tout, c'est d'avoir l'imagination et de se dire comment on peut se différencier par rapport aux autres. Vous cherchez déjà à innover sur autre chose que vos produits? Vous réfléchissez à vos circuits de distribution, justement, comme vous dites? Alors, sur les circuits de distribution, c'est très simple. Là aussi, on casse les codes dans le sens où, du fait qu'on est sur des produits pour tous, qui sont donc aussi intéressants pour les personnes handicapées ou les personnes âgées, ces personnes handicapées ou ces personnes âgées n'auront plus besoin d'aller en parapharmacie ou pharmacie pour acheter leurs produits adaptés. Notre credo, il est tout simple, c'est
de refuser toute vente de nos produits en pharmacie par pharmacie. Et donc de retrouver ces produits dans des magasins classiques, qui sont par exemple des magasins dédiés à l'art de la table. Ça peut être des magasins de design, des concept stores ou tout autre, du moment que ça correspond justement à l'univers que nous distribuons. Marie-Claude Godillard, je ne vous ai pas donné la parole encore. En tant que professeur de stratégie, comment vous voyez, vous, le positionnement de l'école en termes de recherche sur cette thématique de l'innovation ? Alors l'innovation, elle est déjà très présente dans nos thèmes de recherche à l'école. Plusieurs ont été cités, dont bien évidemment la responsabilité globale, également l'entrepreneuriat, les nouvelles pratiques, les nouveaux usages, les nouvelles pratiques managériales. Donc j'ai de nombreux collègues qui travaillent sur ces questions. Aujourd'hui, on souhaite renforcer, développer cette recherche autour de l'innovation. On a cette conviction très forte que la compétitivité des entreprises, la compétitivité du pays, elle passe par l'innovation. Donc je dirais que c'est une question qu'on ne se pose plus. Pour nous, c'est un postulat fort. Et aujourd'hui, donc on veut développer toute cette recherche sur l'innovation. Et pour donner un exemple, des axes de recherche qu'on souhaite développer avec l'aide en particulier de la Fondation, c'est la recherche sur les business models innovants. Jonathan a parlé de son business model, de casser les codes. Catherine Shorter-Lebret a également montré comment, en travaillant par exemple avec des étudiants, on pouvait développer des nouveaux business models. Donc nous, on a ce souhait de développer un centre de recherche, qui soit un centre de recherche d'excellence, de référence sur cette question des business models innovants. Business model innovant, les entreprises n'ont pas attendu pour être innovantes sur leur business model, mais toute la dimension, tout le numérique a remis, la globalisation dans un premier temps et puis conjuguée au numérique a remis sous les feux cette question. Donc on a vraiment une volonté très forte de travailler, de développer cette dimension sur les business models et de faire ce travail en partenariat avec les entreprises et plus particulièrement avec les entreprises traditionnelles par opposition versus aux start-up qui sont peut-être plus avancées sur ces questions. On est interrogé très fréquemment et de plus en plus fréquemment par les entreprises classiques, les entreprises traditionnelles sur comment faire évoluer notre business model, sachant que faire bouger son business model pour une entreprise, c'est risqué. Donc, c'est des décisions lourdes. Donc, de contribuer à aider les entreprises sur ces dimensions. Merci Franck Vidal, puisqu'on arrive quasiment au terme de la table ronde. Par rapport à ce que vous avez entendu là, quand vous dites que finalement, l'ambition de l'école que vous êtes fixée, que vous répétez beaucoup en ce moment, le projet de l'école en tout cas, est pertinent. Oui, il est pertinent, même s'il reste audacieux. André Sobczak le soulignait tout à fait justement. Avant, il y avait le business, et puis il y avait quelques pionniers, regardés parfois de façon un peu dédaigneuse ou moqueuse, qui s'occupaient de RSE. Et puis, première évolution, certains ont dit, la RSE est source de business, et c'est vrai. Ce que nous disons à Audencia, c'est que le business désormais, c'est nécessairement la RSE. Et ça, c'est une position donc, qui est encore plus forte, plus affirmée. Et comme le soulignait Valérie très justement, c'est autour des business models, de la rénovation des business models que nous positionnons. Alors quand on synthétise tout ça, j'avais un amphithéâtre dans ce même endroit en milieu de journée avec Jean Charouin, qui est le directeur général adjoint du groupe, et nous présentions chaque fois, comme on le fait régulièrement, à nos étudiants la stratégie de l'école. Elle tient en quelques mots. Ce que nous voulons, c'est être un leader ou une référence mondiale en RSE, en double compétence, en innovation. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est pour inspirer les nouveaux business models et ceux qui les créent. Et donc on est bien dans cet objectif qui est le nôtre, de à la fois travailler sur l'entrepreneuriat, ceux qui créent les nouveaux business models, mais aussi ce basculement que soulignait Jean Arthuis, cette invitation pressante que formulaient Michel Michenko et Jean-Paul Ciré, afin que nous fassions différemment ce que nous faisions jusqu'à présent. Et ça interroge du coup nécessairement les institutions d'enseignement telles que nous sommes. Il y a un petit paradoxe ou une tension. Une école, presque par définition, elle va transmettre les savoirs déjà acquis, les savoirs déjà, j'allais dire, en stock. Cela étant, elle contribue aussi, et c'est son métier traditionnel, au renouvellement de ses connaissances.
La problématique que nous avons, nous, c'est quand nous savons d'ores et déjà, au moment où nous les enseignons, qu'un certain nombre des savoirs que nous transmettons sont rapidement obsolètes ou questionnés à tout le moins dans les organisations. Et c'est ceci que nous jouons aussi. Et donc dans l'apport que va donner la Fondation, c'est l'innovation dans notre propre business model, l'innovation dans nos propres modèles pédagogiques, l'innovation dans nos façons d'enseigner. Et c'est tout ceci qui est en questionnement. On évoquait, sans être rentré trop en détail, et j'aimais l'allusion qui a été faite de la part de L'Oréal tout à l'heure, oui, nous réfléchissons sur de nouvelles façons, dans un monde digital, de se comporter, de former, d'évaluer. Et c'est bien vers ceci que nous tendons. Donc nous aussi, nous nous soumettons au même questionnement que nous posons aux entreprises et aux organisations que nous accompagnons. Jean Arthuis, est-ce que vous souhaitez conclure cette table ronde, peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre en quelques minutes? La table ronde et les témoignages sont tout à fait éloquents. Ces messages sont des messages d'espoir et de confiance. Moi, je suis très fier d'être un ancien de cette institution, même si, lorsque je l'ai fréquentée, elle n'avait pas la même doctrine, la même dimension, et sans doute les mêmes moyens. Ce qui me paraît très important, c'est cette relation d'osmose entre le monde de l'entreprise, les étudiants, l'école et la recherche. On a pu penser que la recherche devait s'exercer autour des produits, autour de la matière. Mais on doit pouvoir innover en matière sociale, en matière de relations humaines, dans le rôle qu'on va confier à chaque collaborateur au sein de l'entreprise. Le législateur que je suis est fréquemment appelé à légiférer sur des crédits, impôts, recherche. Qu'est-ce qu'on met dans la recherche? Et tout cela est finalement très arbitraire, car je crois que nous avons d'immenses efforts à accomplir pour changer nos modes de communication, notre organisation et la relation que nous entretenons avec les pouvoirs publics. Ce qui me paraît très important, c'est que l'école acquiert son indépendance en dépendant de moins en moins des financements publics et de plus en plus des donateurs, des partenaires, des anciens ou des entreprises qui sont susceptibles d'accueillir des étudiants et des diplômés de l'école et qui ont forcément une relation exigeante par rapport à vous, par rapport à l'équipe enseignante et par rapport aux chercheurs. Vous avez constamment à répondre à cette nécessité d'innover, d'inventer de nouveaux business models. Ça n'est pas si simple, l'innovation, parce qu'au fond, l'innovation, c'est quelque part une transgression. Soudainement, vous mettez sur le marché un produit qui va créer de l'étonnement. Vous proposez une relation avec les clients qui empruntent d'autres chemins. Vous cassez les habitudes. Vous risquez de mettre en difficulté d'autres opérateurs. Ce qui me paraît très important, c'est que vous assumiez une dimension sociétale, un corps de valeurs, et que vous soyez partie prenante dans l'organisation de la communauté et son fonctionnement. Pendant trop longtemps, on a cru qu'on devait s'en remettre pour l'intérêt public à l'État, à la sphère publique, qui gérait tout, qui réglementait tout, les entreprises s'efforçant d'équilibrer leurs comptes et de faire un profit minimal pour investir et préparer l'avenir. L'exercice ne fonctionne pas ainsi. Et donc vous êtes en train d'ouvrir des brèches qui me paraissent tout à fait prometteuses. Et je pense que nous devons nous préparer à innover aussi dans la sphère publique. On voit bien que l'organisation des pouvoirs publics n'est plus opérante, qu'à l'heure de la mondialisation, toutes les limites sont atteintes, et qu'il faudra sans doute que des jeunes diplômés entrent dans la sphère publique
pour modifier le management, mais vous mesurez le gap que nous avons à franchir, à quel point nos relations sociales sont codifiées, sont corsetées. Donc c'est tout cela qu'il va falloir faire bouger, aider les partenaires sociaux à changer de logiciel, et les politiques dont je suis également, et à inscrire dans la durée toutes ces démarches. Moi, j'étais très heureux de vous entendre. Je crois que des champs nouveaux sont en train d'être conquis. Les entreprises, et là, il est très important que par vos initiatives, vos communications, vous aidiez nos compatriotes à avoir une autre perception du monde de l'entreprise et à faire rêver les jeunes du désir d'entreprendre. Il y a quelques semaines, puisque je suis président du Conseil général de la Mayenne, que le Conseil général a la responsabilité des collèges, la logistique, les bâtiments, et non pas l'enseignement. Mais enfin, nous avions l'honneur d'accueillir le recteur. Nous étions dans une classe de 3e et le recteur demandait aux élèves ce qu'ils avaient envie de faire plus tard. Eh bien, les réponses qui ont été formulées laissaient peu de place à l'entreprise. C'est dire ce qui nous reste à mener en termes de communication pour que le monde de l'entreprise soit perçu autrement et que chacun comprenne bien que ce qui est bon pour les entreprises est bon pour le pays, est bon pour la société. Donc, je vous souhaite bon vent. Je me réjouis de vos initiatives, de la tonalité de vos propos, de l'ouverture que vous faites sur les relations sociales, car au fond, ceci est fondé sur la conviction que chaque individu porte en lui une richesse et qu'il appartient à l'entreprise qui l'accueille de lui permettre d'exprimer, de valoriser tout ce potentiel personnel et d'y trouver son épanouissement. Et alors là, je crois qu'il sera fait justice des mauvais procès qu'on entend encore et qui vont à l'encontre de l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de responsabilité, c'est-à-dire que celui qui décide est conscient qu'il a assumé une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de l'environnement, et vis-à-vis de tout ce qui conditionne l'intérêt général, la pérennité de nos sociétés. Nous vivons une époque fantastique. Je crois que la responsabilité politique n'a jamais été aussi importante depuis l'apparition du phénomène humain sur la Terre. L'évolution s'était faite sans risque majeur. L'évolution allait son petit bonhomme de chemin. Au XXe siècle, soudainement, les hommes prennent conscience qu'ils peuvent mettre en péril le phénomène humain, qu'ils peuvent détruire la Terre, ce qui est sans précédent. Cette responsabilité-là, je crois qu'on en prend tous conscience aujourd'hui. Eh bien, je me réjouis que les entreprises cessent d'abandonner à la sphère publique, au pouvoir public et quelquefois aux partenaires sociaux la prise en charge des aspirations fondamentales de nos concitoyens et de la société. Je vous dis mes encouragements et je vous dis aussi mon admiration et combien j'étais heureux de vous entendre. J'ai trouvé que cet échange était particulièrement riche et prometteur. Merci. Merci. Michel Michenko, Françoise Marcus, je vous demandais de venir nous rejoindre pour conclure cette table ronde. Bien, écoutez, je crois, merci d'abord à nos intervenants, merci Monsieur le Ministre, merci de tous ces témoignages. Alors c'est très difficile de conclure derrière Jean Arthuis. Moi je retiendrai quelques éléments quand même. Finalement, il faut s'inscrire aujourd'hui, parce que
On est dans une période difficile, il faut essayer de s'inscrire dans la durée, il faut essayer de regarder devant nous. Et je pense que les exemples qui ont été donnés montrent, s'il en était besoin, que de se lancer dans l'entrepreneuriat, de le faire avec un esprit de responsabilité globale, favorise cette prise en compte de l'avenir et débouche sur l'innovation. Moi, j'ai été très frappé de voir que, notamment chez SGE, également chez Dorel, cette démarche avait permis d'associer les collaborateurs et finalement de les emmener avec l'entreprise sur le chemin de l'innovation, sur le chemin du développement. Donc tout ça est finalement très vertueux. J'allais dire que l'entrepreneuriat, la responsabilité globale débouche sur l'innovation dans un cercle vertueux. C'est créateur de valeur. Et aujourd'hui, ce que l'on cherche finalement, c'est bien ça. C'est l'entreprise doit créer de la valeur et tout le monde, l'entreprise elle-même, les salariés qui y travaillent en seront évidemment enrichis. Et également le pays au sein desquels ces entreprises et ces individus évoluent. Alors, Audencia qui investit dans ces domaines-là, évidemment, ça a tout son sens. Évidemment, ça a tout son sens. C'est porteur d'avenir pour l'école, c'est porteur d'avenir pour ses étudiants, c'est porteur d'avenir pour les entreprises qui nous font confiance. Alors je le redis à nouveau, voilà, la Fondation est un formidable accélérateur pour toutes ces évolutions. Alors rejoignez-nous, parlez-en autour de vous. Vous l'avez compris, nous n'avons pas tout à fait terminé notre campagne 2009-2015. Ensuite viendra la campagne 2016-2000 et quelques. Eh bien, on a besoin de votre accompagnement à tous, à la fois en soutien, à la fois direct, soyons francs, et aussi bien entreprises qu'individus. Eh bien, nous comptons sur vous, je compte sur vous, je vous en remercie. Merci de votre engagement. Un seul mot, c'est merci aussi. Merci aux entreprises, merci aux diplômés, aux étudiants, aux professeurs, aux collègues de l'école. Et un petit clin d'œil à ceux de la direction des relations entreprises et diplômés. Et tout ce que vous avez évoqué, on le vit au quotidien dans notre rôle de mettre en relation, d'organiser, de faire émerger des projets. Et au-delà du soutien financier, ce qui vraiment nous donne beaucoup d'enthousiasme, ce que nous aimons faire, c'est mettre ensemble, faire que les personnes travaillent ensemble pour une création de valeur, comme ça a été évoqué toute la soirée. Donc c'est vraiment ce pourquoi nous voulons vous remercier, au-delà des dons qui sont effectivement importants. Un petit merci pour une personne qui m'a accompagnée dès 2008, lorsqu'on a évoqué l'idée de créer une fondation, qui est Aline Polipovski, et qui a maintenant rejoint l'Institut pour la responsabilité globale. Je voulais lui rendre hommage ce soir. Et je voulais également remercier Sophie Delaporte, qui lui a succédé et qui va, à la fin de l'année, rejoindre le thème de l'entrepreneuriat. Comme quoi, quand on a goûté, on ne lâche pas ces thèmes-là. Et vous présentez Christophe Mouillet. Je vais lui demander de me rejoindre. Christophe Mouillet qui va succéder donc à Sophie Delaporte comme responsable développement des relations entreprises. Et Stanislas Mahé, que je vais demander de me rejoindre, qui est responsable de l'animation du pôle des diplômés. Et donc qui auront très grand plaisir à boire un verre et à échanger avec vous au cours du cocktail que nous vous invitons à rejoindre. Merci. C'est moi qui vous ai envoyé mes coordonnées. Ah d'accord. Voilà. Bien. Merci beaucoup.